Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Alors le débat pendant la publicité entre Alexandre, Raphaël et moi, c'était Laurent Wauquiez a-t-il eu raison ou pas de refuser Bercy ? On n'est pas tout à fait d'accord. Et Alexandre a dit tout à fait justement que la situation est très grave. Je voudrais qu'on écoute à ce propos Charles de Courson, rapporteur général de la Commission des Finances. C'était hier en audition. Il préconise qu'on arrête les réductions d'impôts pour faire les fameuses économies. Ceux qui croient qu'on peut redresser les finances publiques en augmentant massivement les recettes se trompent. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un certain nombre de mesures dans le sens notamment d'une meilleure justice fiscale, mais que ce n'est pas comme cela qu'on peut le redresser. Et qu'il faut arrêter les réductions d'impôts. Il y en a eu pour 60 milliards à peu près depuis 7 ans, c'est-à-dire grosso modo 2 points et demi de PIB. On ne l'aurait pas fait, on serait dans une situation moins désastreuse. Voilà. Est-ce que les propositions de Charles de Courson tiennent la route, Alexandre Malafay ? En fait, quand vous êtes aux affaires aujourd'hui dans un pays comme la France, vous avez 2 indicateurs majeurs à regarder. Le premier, c'est la compétitivité du pays. Il faut impérativement la préserver parce que sans compétitivité, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas de croissance et d'activité économique suffisante, vous avez bien évidemment, et on le constate déjà depuis maintenant 1 an et demi, des baisses de recettes fiscales parce que tout ça, ça entraîne aussi la consommation. Et le deuxième indicateur à regarder, c'est l'état de l'opinion et notamment la colère et les risques de débordement dans la rue. Voilà. Et il faut piloter les 2. Alors, ce qui se passe en Martinique. D'ailleurs. Exactement. Donc on a en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, on a un certain nombre de zones qui sont quand même déjà sous grande tension. Et l'équation budgétaire actuelle fait que on n'est malheureusement pas en situation de ne pas pouvoir continuer à garder le levier des impôts comme il est. Il va falloir trouver un peu plus d'argent parce que de toute façon, comme la conjoncture n'est pas bonne et que les finances se dégradent d'année en année, il va falloir régler quelque part quelque chose. Alors est-ce que c'est par des impôts sur les très hauts revenus, sur certaines entreprises ? Est-ce qu'il peut y avoir un peu, de volontariat ? C'est que les entreprises disent ok, à un moment donné, on veut bien participer si c'est quelque temps parce qu'on sait bien que la situation est difficile. Après, ça peut être des aides sur lesquelles on revient. Ce que disait Charles de Courson est très juste. Mais tout ça, ça a un impact. Ça a un impact forcément quelque part, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Soit c'est l'entreprise qui le paye sur ses comptes, soit ça dégrade la performance de l'entreprise, soit ça augmente les prix parce qu'in fine, vous augmentez les salaires. Tout ça se répercute. Donc, c'est très délicat et à un moment où notre situation économique est particulièrement tendue et l'irritabilité du pays est aussi extrêmement forte. Les agriculteurs attendent vraiment des réponses. Le monde du logement est dans une situation de crise incroyable. Les Français attendent un peu plus sur leur pouvoir d'achat. Les hôpitaux ne vont pas bien. Enfin, on est en zone rouge sur tous les sujets. Donc, c'est pour ça que l'équation de Bercy refusée par M. Wauquiez, à mon avis, il s'est dit y aller pour en plus avoir tout le passé de son discours sur vous allez voir ce que vous allez voir. Aujourd'hui, personne ne peut y arriver dans de bonnes conditions. Il va falloir être très humble. Très humble. Bon, Raphaël Steinville. Oui, non, mais j'ajouterais à cela, c'est que si jamais vous deviez inventer de nouveaux impôts ou privilégier de la taxation des plus riches, vous prenez aussi le risque de voir ces hypothétiques revenus fiscaux s'évaporer ailleurs, parce que ce sont les gens par ailleurs les plus habiles, les plus souples à trouver des solutions pour y échapper, et notamment à l'étranger. Il commence déjà. Vous avez déjà un certain nombre d'entreprises qui regardent à l'extérieur. Il y a déjà un certain nombre de dossiers qui ont été traités. Il y a un certain nombre de hauts contribuables qui ont déjà fait la démarche de dire bon, on va pas se faire raser une fois de plus et qui ont engagé le mouvement, ce qui a déjà un impact. Tout ça se ressent. Et puis en parallèle de ça, vous avez le taux de défaillance d'entreprise qui arrive à un niveau qui est majeur, y compris sur ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, qui sont les entreprises essentielles du tissu économique et industriel français. Et celles-là, elles rentrent dans un niveau de zone rouge qui a jamais été vu depuis plusieurs années. Donc voilà, plus 18% de défaillance d'entreprise sur la dernière période, ce qui est quand même assez effarant parce qu'on veut pourtant entreprendre, on veut se la jouer collectif et pourtant c'est difficile d'entreprendre en France. En tout cas, il y a deux couloirs de nage. Il y a ceux qui y arrivent, il y a ceux qui arrivent à mobiliser des banques, à lever des fonds. On regarde certaines startups devenir des licornes, c'est absolument ahurissant. Et puis d'autres PME qui galèrent, qui sont vraiment totalement à l'os. C'est-à-dire dans l'économie réelle, enfin l'économie du quotidien, ceux qui nous nourrissent, ceux qui construisent nos logements, ceux qui sont pas dans la tech et dans des univers où il peut y avoir des
Il y a bien que la tech qui vraiment... La tech s'en sort bien. Le tech, certains services, certains univers d'accompagnement qui vont bien s'en sortir. Mais globalement, le luxe s'en sort très bien pour des raisons... l'hôtellerie de haut de gamme, un certain nombre de secteurs d'activité vont encore s'en sortir pas trop mal. Heureusement, tout n'est pas non plus... on va pas jeter le bébé et l'eau du bain en même temps. Mais malgré tout, ce qui nous fait au quotidien, depuis nos routes, en passant par la construction, en passant par tout ce qui nous accompagne, le niveau de vie des agriculteurs dans ce pays, tout le monde le dit depuis 30 ans, et n'est absolument pas normal et satisfaisant. Comment on rattrape ça sans avoir, les Français qui sont plus en mesure de se nourrir parce que les prix vont devenir trop chers? C'est des équations qui sont très complexes à résoudre parce qu'on n'a pas traité les problèmes depuis très longtemps. Michel Barnier est donc toujours à l'Élysée. Ça va faire un petit moment là comme ça. On est à 45 minutes à peu près que la voiture blindée de Michel Barnier, le Premier ministre, est arrivée. Et donc il est face à Emmanuel Macron. On imagine également face à Alexis Collère qui a un mot à dire, si ce n'est deux. Écoutez, Éric Woerth, il était l'invité de nos confrères de BFM TV ce matin. Pour lui, Michel Barnier, c'est l'homme de la situation. Je pense qu'il est l'homme de la situation, justement. Créer de l'apaisement. Les Français veulent de l'apaisement. Mais enfin, ils veulent aussi qu'on s'entende. Ils veulent une base collective. Il y a longtemps qu'ils souhaitent qu'on s'entende. Et puis, ils veulent des protections. Ils veulent que les services publics marchent mieux. Donc, on a des réponses à leur apporter. Et ces réponses, il faut quand même les avoir un peu préemptées. Et donc moi je pense qu'il faudrait quand même aussi un peu réunir ensemble les groupes pressentis pour former cette coalition dans les formes que le Premier ministre souhaite, pour essayer de regarder ce sur quoi on peut construire le discours de politique générale de Michel Barnier. Eh oui, c'est le fameux discours de politique générale qu'on n'a pas encore entendu, donc pour l'instant, on ne sait pas, Raphaël Steinville. Non, c'est vrai que il subsiste un immense flou sur la teneur de ce discours. Michel Barnier nous a promis la vérité, il nous a promis des changements et des ruptures, mais pour le reste, c'est très très flou. Et les rares choses qui ont pu fuiter ces derniers jours ne l'ont pas été directement par Michel Barnier, mais par un certain nombre de ses petits camarades qui voulaient finalement lui savonner la planche. Ce qu'on sait à date, en tout cas les dernières informations qu'on a, c'est ce communiqué de Matignon de la fin de journée, après avoir rappelé les attentes des Français et l'urgence à y répondre. Le Premier ministre a réaffirmé ses priorités. 1. Améliorer le niveau de vie des Français et le fonctionnement des services publics, particulièrement l'école et la santé. On l'a dit, Alexandre, il faut quand même un petit peu de fric pour ça. Garantir la sécurité, 2. Maîtriser l'immigration et faire progresser l'intégration. Bon, alors maîtriser l'immigration, ça c'est un petit message aussi au RN qui a le gouvernement sous surveillance. 3. Encourager nos entreprises et nos agriculteurs, vous en parliez Alexandre, et conforter l'attractivité économique de la France. 4. Maîtriser nos finances publiques et réduire la dette écologique. Moi, quand je lis ces 4 priorités, avec tout ce qu'on vient de dire précédemment, c'est oui, mais comment ? Parce que comment concilier je vais pas dire l'inconciliable parce que je suis pas de nature pessimiste, mais en attendant, c'est quand même très très difficile à faire. Raphaël Steinville. Et oui, mais on l'a dit et on le répétera autant de temps qu'il le faut. Mais c'est vrai que ces marges de manœuvre sont extrêmement restreintes. Il n'est pas seulement sous la surveillance du Rassemblement national, il est sous la surveillance également du Nouveau Front Populaire et il est sous la surveillance d'une partie de ce bloc central qui, tant qu'il y trouvera un intérêt, se prêtera au jeu de ce gouvernement, mais qui, sitôt des fenêtres de tir qui lui seront favorables, s'empressera de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est une situation extrêmement compliquée pour le Premier ministre. Il en a conscience, d'ailleurs, il en a conscience, et je pense que ce qui explique aussi le flou pour l'instant et les généralités qu'il a pu affirmer dans les communiqués qu'il a écrits. Écoutez ce que disait Prisca Thévenot, l'ancienne porte-parole du gouvernement. Elle était l'invitée de Sud Radio ce matin. Notre groupe est prêt à participer au gouvernement et nous l'avons dit, mais dès le début, dès le premier jour, la méthode qui consiste à faire un gouvernement, surtout quand c'est pas un gouvernement de sa propre famille politique, c'est d'abord commencer dans l'ordre. On va faire quoi ? Et ensuite, au regard de ce quoi, avec qui ? Vous ne savez pas donc ce que veut faire Michel Barnier. Sur un certain nombre de sujets, nous avons des interrogations légitimes. Des interrogations légitimes. En attendant, il y a 7 membres de la Macronie au gouvernement, Alexandre Malafaille. Donc, moi, je pense qu'ils se sont plutôt entendus quand même sur une feuille de route.
ce résultat-là, cette copie-là, en tout cas gouvernementale, et avec derrière, voilà, tout ce qu'on a vu ces derniers jours, ça suppose quand même qu'ils ont parlé du quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont parlé du comment. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais là, je pense que globalement, Michel Barnier est dans une position vraiment d'être, alors, ou sur le fil, compte tenu de ce que vous racontiez tout à l'heure, ou dans un étau. Ses marges de manœuvre à lui, pour le coup, elles sont extrêmement étroites, puisque je suis persuadé qu'il a dû, entre guillemets, dealer avec les différentes composantes de son gouvernement pour un accord sur lequel, voilà, on fera ça, et les 4 points que vous rappeliez sont l'illustration de ça. Mais ça, c'est très simpliste, hein. Quand vous racontez ça en disant, bon voilà, on a 4 priorités, en fait, en vérité, il y a déjà 38 ministres. Donc vous imaginez que ça n'a pas 4 priorités, il y a des dizaines de priorités. Et puis parmi les surveillants de la politique française, rappelons quand même qu'il y a Bruxelles, qui a des leviers pour nous mettre une vraie pression, et on est toujours dans le cadre d'une procédure de surveillance, et accessoirement, mais c'est pas pour accessoire. Le déficit excessif. Exactement. Et les agences de on a notation. les agences de notation qui regardent la France de très près. Et là, objectivement, je vais pas jouer les Cassandres ou les oiseaux de mauvais augure, mais compte tenu de tous les clignotants qu'on a aujourd'hui en visu, qui sont quand même au rouge ou au rouge vif, je vois pas comment on échappe à une dégradation par un Moody's ou les autres. Qui a Ça commence par Fitch, je crois, le 9 octobre. Qui a pour conséquence, rappelons-le à nos auditeurs d'Europe 1, que l'argent qu'on va emprunter va être de plus en plus cher. Et donc on est dans cette espèce de spirale infernale où après on revient on fait comment au remboursement des intérêts de la dette, voilà, qui sont déjà je crois, de 50 milliards par an, oui, ou 58, et qui seront à 80 en 2027. Pour fixer les esprits, pour que vos auditeurs comprennent, c'est que l'année dernière, le déficit de la France, c'est 170 milliards d'euros. C'est-à-dire que on avait un budget à 420 milliards de dépenses contre 280 de recettes. Donc le delta, l'écart est absolument énorme. On ne sait pas ne pas dépenser en France. Et ça, c'est le grand débat, parce que quand on regarde par rapport au pays des 27, on ne sait pas ne pas dépenser. Et alors, on me dit, dans les couloirs de différents ministères et dans différents experts économiques, que non, le FAST, ce que j'appelle le FAST de la France, le fait que les ministres soient logés dans des palais de la République, etc. Ça coûte rien. Ça ne coûte rien. Non, mais la politique... ça me paraît quand même assez étonnant. Les dépenses sociales, bien évidemment, contribuent à aggraver année après année le déficit. Le problème, c'est que justement notre système aujourd'hui tient parce que ces dépenses sociales sont des amortisseurs pour éviter que le pays que la colère qui existe ne se déverse dans les rues et contre le pouvoir. Donc on voit que les marges de manœuvre sont étroites. D'ailleurs, c'est résumé dans l'ambition de Michel Barnier, qui veut maîtriser les dépenses publiques. On ne parle pas de les réduire. On est juste dans une sorte d'équilibre, comme si c'était suffisant, alors que la situation, malheureusement... L'État-providence peut-être sera amoindri, en tout cas sur certaines aides bien précises. 20h43, on va marquer une pause, le journal permanent, et on revient sur le plateau d'Europe 1 Soir. À tout de suite.